Alors, la beauté, source de guérison. Donc, dans le petit film que nous venons de voir, on observe au début un extrait du film La sagesse du trauma, où le docteur Gabor Maté s'exprime ainsi: lorsque je vois des visages humains, je vois la beauté, la souffrance et un énorme potentiel de transcendance. Dans l'accompagnement, que ce soit par un thérapeute ou bien dans le soin médical, il peut nous être demandé d'ôter nos sandales devant la terre sacrée de l'autre. On observe alors la relation sous un angle différent, celui de la beauté et du mystère qui accompagne cette traversée à deux. L'homme blessé y redécouvre alors le lieu de sa beauté et de sa dignité inaliénable. Il voit se révéler à nouveau la beauté de la création et de l'existence qu'il avait perdue. L'artiste nous met en chemin vers la beauté. Il ouvre à plus grand que soi. Que ce soit avec Isabelle Desplat, qui est entre autres à l'origine du Festival de la beauté avec Michael Langstal, ou bien Franck Legros, Sophie Galitzine, Sandra Meunier, Brunor. Chacun d'entre eux, artistes et pour certains thérapeutes, ouvre à la beauté qui soigne. Que ce soit par le rythme et la danse, notamment avec Sophie et Franck, l'émerveillement et la joie avec Sandra, ou bien encore Brunor, qui sème des petits cailloux blancs et des indices sur le chemin vers la beauté. Et que nous soyons croyants ou non, nous sommes tous attentifs à toutes les traces de beauté. Et les artistes sont des chercheurs de cette beauté. Donc, nous avons intitulé le thème de cette première conférence « L'écoute en corps », à savoir corps CORPS. En effet, rien ne nous dit la merveille de l'ordonnance du corps. Nous le savons tous, la mémoire du corps est la plus profonde. Nous savons que l'intellect peut bien l'effacer, mais le corps, lui, la reçoit de manière indélébile. Et c'est toute cette mémoire accumulée qui peut empêcher la vibration et la musicalité du corps. Donc ce soir, il va être aussi question de raisonner encore, ou du rythme et de la danse qui soignent. Comme l'écrit Christian Singer, ainsi en est-il du corps et de notre présence sur terre, de l'art d'être incarné, de notre manière de participer à ce jeu de résonance dont vibrent nos cellules, virtuosité ou abandon, maîtrise et absolu don de soi, confiance. Donc, maintenant, je laisse la place aux artistes. Merci Claire pour cette introduction qui place vraiment notre soirée sous le signe de la beauté comme étant une source de guérison. Très succinctement, qui sommes-nous et d'où nous parlons, d'où parlons-nous? Nous avons commencé par être un groupe de praticiens en logique émotionnelle, acteurs de soins et de santé qui étaient destinés à écouter des soignants en souffrance pendant le Covid. Et puis de ce groupe de travail, sous l'impulsion de Didier Boucard et de son épouse Isabelle, est née l'association Écoute et Résonance qui s'est enrichie de nouveaux regards. Médecine générale, Claire, tu viens de nous parler, CNV, Vitose, Montbourquette, et qui a vocation à s'ouvrir toujours davantage. Aujourd'hui, cette équipe de 12 personnes se donne pour mission de vous proposer des conférences, des ateliers, des formations, des spectacles. Franck, ce serait super si quand tu prendras la parole, tu pouvais nous dire un petit mot de ce que tu nous proposeras pour continuer à nous mettre en mouvement à la suite de cette conférence et puis de ce que tu danseras en avril aussi. Avec nous, comme ADN commun, cette unité cœur, corps, esprit, où la dimension de l'âme est omniprésente. En 2023, donc, on a un cycle de 3 conférences qui s'ouvrent par celle-ci, l'écoute encore. Je vous donne juste quelques petits points techniques. D'abord, je voudrais dire un immense merci à Nathalie et Jo qui sont, elles, à la technique ce soir. Merci Isabelle de nous avoir offert ces films de présentation.
Donc, le chat est ouvert, vous pouvez y poser dès maintenant et déposer vos questions et puis elles seront reprises et répondues en fin de soirée par chacun de nos intervenants. Nous souhaitons clôturer vers 21h. Et Yassaman, tu es notre gardienne du temps, c'est toi qui veilleras à cela. Et Claire, si tu veux bien, pour les personnes qui n'étaient pas là lors de nos précédentes conférences, est-ce que tu pourrais retracer en quelques mots les thématiques que nous y avions abordées? Bonjour à tous, donc merci Laure pour ta présentation, merci Claire aussi. Pour reprendre le thème et le fil conducteur de nos différentes conférences, je vais vous proposer un petit résumé rapide. Notre toute première conférence dans le cadre d'acteurs de soins et santé avait pour thème central la communion des vulnérabilités. C'est-à-dire qu'en tant que thérapeute, soignant, accompagnant, je peux prendre soin de l'autre dans toutes ses dimensions et de façon inconditionnelle, seulement si j'ai déjà moi-même accueilli mes propres failles, fragilités, vulnérabilités. Notre deuxième conférence sur le thème de l'intériorité transformante, chère à Thomas d'Anzembourg, qui était l'un de nos précédents invités, perpétue ce travail de pacification en soi, de laquelle peut naître une relation pacifiée avec les autres qui ouvre vers plus grand que soi, ouverture vers l'absolu. Pour notre troisième conférence, mais première en ce début 2023, l'écoute encore. Nous continuons sur ce thème de l'intériorité transformante, de cette œuvre de pacification, d'alliance en soi, entre les différentes parts de moi, cœur, corps, esprit, peut éclore le lien à l'autre, fluide et authentique, dans ce mouvement qui part de l'intérieur pour se propager vers l'extérieur. Et de cet espace d'ouverture se libère la créativité, se déploie le talent de chacun. Lorsque je fais corps avec toutes les parts de moi, d'ombre et de lumière, je peux m'offrir à la communauté et au monde en termes de mission de vie. Il y a là une promesse de croissance individuelle et collective. D'un jeu individuel se déploie un nous collectif, universel, dans une interdépendance systémique où la révélation de nos talents devient source de jaillissement de joie et de lumière. Plus nous sommes proches de nous-mêmes, plus nous sommes proches des autres. Alors, je te redonne la parole pour présenter Isabelle. C'est toi, Isabelle, qui va ouvrir le bal. Donc, tu es, comme Thomas d'Anzembourg, formatrice en CNV. Tu as cofondé Colibri avec Pierre Rabhi. J'étais très impressionnée de te rencontrer. Et puis, la semaine dernière, en préparant cette soirée, tu partageais une expérience que tu as vécue pendant le confinement où tu disais que tu avais appris à jouer du djembé et qu'en posant la main sur ton propre tambour, pendant que d'autres autour de toi étaient en train de jouer, tu as senti des vibrations dans ton instrument. C'était la peau de ton instrument à toi qui vibrait. Et en fait, ça illustre tellement magnifiquement et tellement simplement ce dont tu vas nous parler, c'est-à-dire du jeu au nous, le jeu, comment je suis pleinement moi-même, comment je peux être pleinement en moi-même, pleinement vibrant, pleinement vivant. Tu parles, toi, beaucoup d'intuition, d'élan de vie, de joie. Et comment j'arrive au nous, c'est-à-dire comment nous sommes reliés, quelle est la qualité des liens que nous tissons, pour quel vivre ensemble, pour quel projet de société pacifiée. Je te laisse la parole. Et il faut que tu rallumes ton micro. On n'a pas ton micro, Isabelle. Isabelle, voilà. Merci. Merci à toute cette belle équipe de Écoute et Résonance pour les espaces que vous créez. Et je suis touchée en fait, de la profondeur et de la sensibilité qui s'invite immédiatement dans les espaces que vous créez. Et par effectivement la présence de la beauté, mais aussi du cœur. Alors, merci pour la présentation qui a été faite me concernant. J'ai aussi envie de préciser que je suis psychopraticienne depuis une bonne dizaine d'années et que le film sur la sagesse du trauma parle beaucoup de ce qui m'occupe depuis plusieurs années maintenant, après avoir arpenté beaucoup les chemins de la gouvernance partagée, de la relation, de la gestion des conflits, de la médiation. Et en fait, cette articulation entre le jeu et le nous est au cœur de ma quête depuis au moins une vingtaine d'années. Voilà. Je suis honorée d'ouvrir cette intervention et j'espère ne pas dépasser mon temps, donc parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire.
D'abord, ce sujet du jeu au nous me paraît central aujourd'hui parce que nous voyons la difficulté et le défi que représente le fait de faire société à tous les niveaux, que ce soit la micro-société du couple, de la famille, un petit peu plus large de l'équipe de travail, de quartier, de la nation, voire de l'humanité. Hein. Il y a quelque chose qui se cherche autour de faire société, c'est quoi? Faire communauté. Et la question de comment retrouver le sens et le goût de cette interdépendance foncière et fondamentale qui nous définit. Hein. Nous sommes inscrits tous dans des relations sans lesquelles nous ne serions pas là. Et certains modes de vie, certains conditionnements peuvent nous emmener à oublier cette interdépendance foncière que les animaux n'ont pas perdue parce qu'ils sont connectés à leur corps, à leur instinct de tribu, et ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas survivre les uns comme les autres. Et à cet endroit-là, je trouve qu'ils ont une belle leçon à nous rappeler. Et donc, du jeu au nous, comment recréer ce lien? Eh bien, ça pose la question de comment être pleinement soi. Et c'est quoi être soi? Est-ce que je vais me définir par mon origine, mes blessures, mes compétences, mes talents, mes traumas, mes rêves, hein? Il y a tellement d'aspects. Et puis, qu'est-ce qu'un nous? Alors un nous, eh bien, ce sont des jeux en lien. Voilà ma réponse pour commencer à réfléchir avec vous, des jeux en lien. Et donc, un nous, ça va être très différent d'un agrégat ou d'un groupe de personnes qui n'a pas de but commun ni de relation significative entre elles. Par exemple, des personnes qui attendent le bus, elles ont beau être groupées, elles ne forment pas un nous. Ou des personnes qui suivent docilement un chef ou une figure d'autorité ne constituent pas encore un nous. Donc voilà, ces deux pôles-là qui sont reliés par le lien, le je et le nous, méritent d'être un petit peu examinés. Alors, ce je, est-ce que je suis juste un moi hérité de mes communautés d'appartenance qui, bien sûr, me donnent un élan de départ et un patrimoine de départ au plan de mon identité? Est-ce que je suis juste ce moi qui ensuite suit les différents collectifs dans lesquels je peux m'inscrire, professionnels, sociaux, familiaux? Est-ce que je peux rester longtemps enlisé? Et c'est ce que dit Jung, c'est tragique, dans le début de son livre Ma vie, il dit qu'on peut rester toute sa vie conditionné par ses habitudes, ses automatismes et ses conditionnements. Hein. Donc, rester à la surface de soi-même, et à ce moment-là, à mes yeux, on ne peut pas encore parler de je. On peut parler d'un moi ou des petits moi qui ne sont pas encore individués, différenciés, et qui peuvent rester comme dans la chrysalide, n'osant pas émerger à l'être profond que nous sommes, par peur. Hein. Souvent, plein de peurs peuvent nous empêcher d'avoir envie d'aller déployer le qui nous sommes vraiment, le je, et pour autant, se conformer à ce qui nous a été enseigné ou à ce que nous voyons faire autour de nous, c'est-à-dire au monde extérieur, n'a jamais servi le monde. Ça nous protège nous-mêmes momentanément peut-être de l'inconfort d'oser sa différence et de la peur du rejet, mais pour faire finalement grandir encore plus cet inconfort, parce que c'est l'inconfort d'un étouffement de l'être et donc un cri de l'âme qui, lui, va augmenter au fur et à mesure que nous ne l'écoutons pas. Parce qu'il nous parle de cette insupportable limitation qui est une souffrance d'être confiné alors que nous sommes un infini. Alors donc, rencontrer l'infini que nous sommes va supposer cette intériorité qui est au cœur de la réflexion de cette association que je salue pour ça. Parce que vraiment, c'est l'un de mes grands thèmes aussi de travail, d'inviter aujourd'hui à faire retour vers l'intérieur pour dépasser la surface et aller dans la profondeur, rencontrer qui nous sommes. Et ça suppose d'avoir quelques outils, quelques clés pour faire ce retour vers soi, s'écouter soi-même, surtout quand on a appris à ne pas s'écouter, mais à écouter les autres, je ne sais pas pour vous. Mais donc là, ça fait partie pour moi des conditionnements forts sur lesquels j'ai dû travailler pour découvrir que l'écoute profonde de qui je suis est loin d'être un égoïsme. C'est un service que je rends à ce que j'ai à offrir au monde. Sinon, ça ne pourra pas émerger.
Donc, être à l'écoute de ce qui est vivant en soi, avec une authenticité, une vérité pour ce qui émerge, pour ce que je suis, ce que je ne suis pas, et pour la beauté qui cherche à s'exprimer et à s'offrir au monde à travers moi, voilà le défi. Alors, je vais vous citer une phrase de Georges Didier que j'aime énormément, qui dit « Chacun est porteur d'une réponse à l'inaccompli du monde. Une réponse qu'il est venu exprimer pour sa propre évolution et celle de l'univers. » Et c'est là qu'on retrouve cette articulation entre je et nous. Un nous qui peut d'ailleurs être vu comme le cosmos tout entier. Et donc, ma propre évolution concerne tout le monde et la propre évolution de chacun concerne l'expansion, l'augmentation de qui nous sommes ensemble. Donc, il y a un sacré enjeu aujourd'hui, en particulier où les défis sont immenses et systémiques, à aller trouver cet unique qui veut s'exprimer à travers nous pour nourrir le tout. Alors, comment le trouver? Je vais faire quelques petits courts-circuits, surtout que je vois le temps qui passe vite pour moi, avec une citation que Marshall Rosenberg aimait beaucoup dire, je ne suis pas sûre qu'elle soit de lui, c'est « Ne vous demandez pas ce dont le monde a besoin. Demandez-vous ce qui vous fait vous sentir pleinement vivant. Parce que ce dont le monde a besoin, c'est de personnes pleinement vivantes. » Et cette phrase m'a beaucoup soulagée à des moments où je me demandais mais quels sont les services que je devrais rendre, tous les « il faut », les « je dois », les appels de l'extérieur auxquels je pourrais essayer de me conformer, au lieu d'aller écouter ce qui me fait vibrer. Pour être pleinement moi, je découvre de plus en plus, et ça continue, que j'ai à écouter ce qui résonne. Et donc, Claire ou Laure, je suis désolée parce que je confonds les prénoms, mais a mentionné cette histoire du tambour qui a été une expérience pour moi forte de m'en rendre compte que si j'écoute ce qui résonne en moi quand je rencontre d'autres, quand je vis des événements, quand j'observe, alors je vais me découvrir à l'occasion de la contemplation, de l'écoute et de la rencontre, mais pour aller écouter ce qui est en accord profond avec les cordes vibratoires de mon être. Et ça, c'est ça qui va m'amener vers cette note singulière et unique qui vibre et qui attend d'être révélée. Alors, quand il y a des... Alors, ça demande d'écouter le corps, d'écouter le cœur. Je vois que je raccourcis un petit peu pour honorer le rythme de cette soirée. Mais donc, ça suppose de revenir à l'écoute des ressentis. Voilà. Et moi, je n'ai pas été éduquée à ça. J'ai été éduquée à penser, à analyser, et je passais à côté complètement de l'instrument magique que je suis, qui m'a été donné, et qui est capable de ressentir à travers les sensations du corps, à travers les émotions, et qui peut m'indiquer tellement simplement quand ça vibre et que ça dit oui à travers la joie, ou quand ça freine et que ça dit non à travers les fermetures et les replis. Alors, nous pourrions visiter, et c'est nécessaire de le faire, mais je vais le faire assez rapidement, ce qui nous empêche d'écouter cette vibration en nous. Et il s'agit d'aller regarder justement tous ces endroits conditionnés qui ne se sont pas autorisés à se laisser interroger, ces peurs, ces injonctions reçues, et qui se traduisent ensuite dans des comportements qui sont assez limitants dans notre vie, qui nous empêchent d'être nous-mêmes, et qui se manifestent par des évitements, ne pas oser vivre certaines rencontres, certaines expériences, nos masques, les jugements sur autrui, qui sont une façon aussi finalement de juger des parts de nous que nous n'avons pas su aimer encore. Donc le défi pour moi, c'est d'aller reconnaître ce petit monde intérieur aussi, qui peut porter des traumas parfois individuels, mais aussi collectifs, et des fardeaux qui entravent l'expression de l'être à travers ces limitations collectives que nous sommes tellement nombreux à porter, et que Gabor Maté aussi sait regarder et traiter, et bien d'autres aujourd'hui. Et je pense que c'est un chantier immense, parce que le trauma est une question sociale et politique aujourd'hui, tant elle peut être, quand elle est traversée, une occasion de faire émerger la beauté et la souveraineté de chacun. Alors, je vais finir par une citation de François Tcheng, qui à la fois clôt ce que j'aimerais vous dire, et puis ouvre aussi à une suite de contemplation, et qui mentionne cette essence qui nous habite.
Notre existence est chargée de désirs et d'élan. Elle va dans un sens et elle a un sens. Déjà en nous-mêmes, nous poussons dans un sens, c'est-à-dire nous tendons vers la plénitude de notre présence au monde, à l'instar d'une fleur ou d'un arbre. Et de plus, nous tendons vers d'autres présences de beauté, vers une chance d'ouverture et d'élévation. C'est bien grâce à la beauté qu'en dépit de nos conditions tragiques, nous nous attachons à la vie. Tant qu'il y aura une aurore qui annonce le jour, un oiseau qui se gonfle de chant, une fleur qui embaume l'air, un visage qui nous émeut, une main qui esquisse un geste de tendresse, nous nous attarderons sur cette terre si souvent dévastée. Alors je vous souhaite à tous d'écouter comment ça va vibrer en vous quand vous allez continuer d'entendre et de contempler ce qui va suivre pour que ce soit l'occasion de mieux découvrir votre singularité. Et je vous dis à tout à l'heure. Merci Isabelle. Mylène, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, nous présenter Sandra? Avec joie. Sandra Meunier, donc tu es art thérapeute. Tu te dis créatrice de joie, docteur de la joie. Tu as grandi dans un petit village de l'arrière-pays niçois où tu savoures au fond du jardin la vie simple de la nature. Et parallèlement, tu étudies, tu pratiques la danse, le piano, le théâtre, tu développes tes talents en les travaillant. Et puis tout à coup, à l'âge de 20 ans, un grave accident bouscule ta vie. Tu effleures la mort et ce qui t'importe le plus à ce moment-là, ça va être que ton entourage ne perde pas la joie à cause de ça. C'est ce qui m'a beaucoup marqué dans ton parcours, notamment. Et donc, une période de coma ne te laisse pas indemne. Et puis, plus tard, ça va profondément t'interpeller sur le sens de ta vie. Une forme de contre-coup va te pousser à te questionner sur ta place dans ta propre vie. Et tu vas toucher du doigt le sentiment d'une autre forme de mort. Voilà, convaincu par la puissance thérapeutique de l'art, tu vas monter, entre guillemets, à Paris pour te former en art-thérapie à l'UNICAT. Tu vas endosser avec passion le nez du clown. Et puis, quand à partir de 2002, tu vas travailler en hôpital, en neurologie, c'est ce personnage du clown qui va te permettre d'apaiser les souffrances des adultes. Tu décides alors d'en faire le cœur de ta vie professionnelle. Tu crées une association en 2012 pour le grand public qui deviendra une étoile. Et tu vas approcher les formes les plus intenses de souffrance, d'angoisse aux portes de la mort. Depuis 2009, tu donnes des conférences spectacles auprès des équipes soignantes, des congrès médicaux, des formations de soignants, d'artistes et de thérapeutes. Tu écris dans les médias, grand public et dans les revues spécialisées médicales. Parallèlement, tu poursuis des ateliers d'art-thérapie clown pour enfants endeuillés, pour des personnes aussi en grande précarité et puis en psychiatrie. Et tu formes d'autres étoiles, tu fais des petits et tu vas créer ce spectacle Merci d'être venu qui circule partout en France, en Belgique, en Suisse et même au Québec. Depuis 2014, tu travailles sur un projet éducatif qui s'appelle Terre de joie, qui est devenu un dispositif pédagogique pour plus de joie dans les écoles, qui est édité chez Nathan. Et puis, ce spectacle-jeu tourne dans toutes les écoles de France depuis. Sandra, j'ai cru percevoir dans ton parcours cette transformation intérieure dont nous parlons ce soir, cette maturation qui semble à la fois s'inscrire de plus en plus profondément en toi et puis qui se propage généreusement, que ce soit d'un point de vue géographique ou au cœur des relations, des liens que tu tisses autour de toi, des personnes que tu attires. On en a parlé tous les deux cet après-midi en préparant ce moment. Je suis très touchée par le personnage d'Annabelle qui annonce « Je suis chercheuse de trésors ». Il semble que sur ton chemin, tu aies fait cette chasse au trésor et qu'elle ait été fructueuse. La découverte et le travail de tes talents ont été mis au service de la relation thérapeutique, de la relation avec ton public, laquelle a pu susciter, émerger aussi cette énergie formidable qui t'anime et que tu partages.
Et je me suis laissé dire que cette vie joyeuse que tu transmets allait puiser dans quelque chose de bien plus grand, de plus infini et même peut-être de sacré. Tu vas nous témoigner ce soir, donc peut-être ces sources d'inspiration qui peuvent être pour chacun de nous, comment nous pouvons les faire éclore, comment peut-être aussi réajuster notre rapport à la réussite dans le travail que nous pouvons mener les uns et les autres dans ce projet de découvrir nos talents, qui nous sommes. Et puis, j'espère que on va aussi pouvoir t'entendre parler de cet outil qui est le tien, en tout cas qui peut être le nôtre aussi, en tout cas ton expérience de la joie. Eh bien, merci. C'est toujours impressionnant d'être présenté et en même temps, c'est en même temps anecdotique et en même temps très profond parce que ça montre un chemin et je suis contente qu'on parle du chemin ensemble. En fait, quand j'ai accepté, j'étais très, très contente, touchée de faire partie des personnes qui pourraient exprimer quelque chose par rapport au talent, par rapport à la vie, l'engagement. J'avais envie de tout d'abord dire que je pense en fait à tous ceux qui viennent à moi parfois faire des stages ou me voir en spectacle et cette question qui se pose en voulant quelque part être un petit peu moi ou un petit peu une étoile. Et je passe mon temps à leur dire, mais vous êtes des étoiles, vous êtes… Et je passe le temps à être émerveillée par les gens, aussi bien que les gens que j'ai accompagnés, bien sûr, à l'hôpital, les enfants maintenant que je vais voir. Et j'avais vraiment envie de commencer par ça. Si on parle de talent, de don, peut-être que j'en ai un, mais en fait, tout le monde en a un. Et je passe mon temps à le répéter. Mais déployez-vous. Le plus important, je pense que c'est ça, se déployer, s'autoriser à se déployer. Et c'est uniquement ça que j'ai fait en fait toute ma vie. Et je voudrais parler d'une anecdote parce que j'avais envie de donner un petit peu quelque chose d'intime. Et ça me faisait rire la question des talents parce que je me souviens, il y a 20 ans, Annabelle a 20 ans, mon personnage, hein, et je faisais partie d'un groupe de travail, enfin j'étais en stage, on pourrait appeler ça développement personnel, peu importe comment on appelle ça, c'était un immense groupe et chacun se présentait. Oh, et j'étais impressionnée. Je voyais la présentation de chacun et je me disais que chacun était beaucoup plus intéressant que moi. Et quand c'était mon tour, moi je dis bah, je suis art thérapeute, ça c'était plutôt pas mal quand même. Enfin j'étais en formation, hein. Et je dis je fais du clown. Et j'aurais voulu dire tout sauf ça. J'aurais voulu être guérisseur, j'aurais voulu être thérapeute, j'aurais voulu être extraordinaire. Et ça m'a fait vraiment sourire quand je vois que maintenant des gens viennent à moi et se former et voudraient bien être quelque part une étoile. Et je me dis, mais est-ce qu'on pourrait être content de qui nous sommes dès le départ et juste écouter ça et voilà, et faire grandir. Voilà, je voudrais commencer par ça. Et donc, je voudrais commencer par le jeu. On va arriver au nous tout à l'heure. Je vais faire le contraire d'Isabelle, qui a commencé par le nous et qui est passé après par le jeu. Moi, je voudrais commencer par le jeu. Et de dire profondément tout ce que j'ai pu comprendre pendant toutes ces années, que par exemple, est-ce qu'on pourrait être une source d'inspiration et non pas de comparaison. Je pense que c'est la comparaison qui nous fait beaucoup de tort. Mais ça ne nous donnerait même pas l'idée qu'une fleur se compare à un arbre. Et quoi, on dirait qu'un arbre est supérieur à une fleur, ou je ne sais pas, il serait plus grand, mais ça n'a rien à voir. Et ça parle aussi de nos talents, de qui nous sommes. Et j'ai l'impression que dans mon parcours, et j'attire de plus en plus de gens, j'espère qu'ils ne se comparent pas. Et ça montre aussi mon chemin intérieur. Au bout d'un moment donné, j'ai arrêté de me comparer. Et je me suis dit, ben, je vais juste être qui je suis. C'est peut-être ça qui nous est demandé, être authentique par rapport à ce qu'on a envie d'offrir à ce monde. Alors c'est vrai que dans ma singularité, j'ai envie de dire que… Oui, je vis la vie comme une offrande et j'encourage aussi les êtres à la vivre comme une offrande. En fait, c'est juste ça qui nous est demandé. Est-ce qu'on ne pourrait pas offrir le meilleur de nous-mêmes? Alors, qu'est-ce que c'est que le meilleur de nous-mêmes? On pourrait se poser la question. C'est quoi le meilleur? Mais il y a des gens qui ont le talent de la douceur.
d'autres le talent de l'écoute. Et en fait, je pense qu'on peut-être qu'on n'appuie pas assez sur des singularités d'être, de manière d'être au monde qui pourrait déjà être un talent. Et je voudrais aussi, parce que j'ai entendu Claire tout à l'heure qui présentait les intervenants, revenir sur le terme d'artiste. Je pense qu'il y a quand même, je ne sais pas, un regard un petit peu fort sur les artistes, mais j'ai envie de dire que le plus important, c'est d'être artiste de sa vie. C'est vraiment ça le plus important. Parce que quand on voit qu'il y a des artistes qui sont très malheureux dans leur vie, alors ils réussissent. Et puis parallèlement, on pourrait se poser la question, qu'est-ce que réussir? Alors j'ai envie de dire, être créateur de sa vie, c'est ça qui est la chose la plus importante. Et moi, j'ai l'impression que si, bien sûr, qu'on peut avoir un rêve, que rêver sa vie me semble important. Et j'ai toujours pensé que plus le rêve était généreux, plus il allait se réaliser. Donc, je vous interroge, hein, vous qui nous regardez, alors de réfléchir à quel est mon don. Est-ce qu'il est généreux? Est-ce que je pourrais en plus associer ce don personnel à quelque chose, à une œuvre plus grande? Tout ce que j'ai fait, en fait, j'ai jamais eu d'ambition. La seule ambition, c'est que les gens soient plus heureux sur Terre. Alors, les gens à l'hôpital, maintenant les enfants, enfin, et puis tous, je suis encore en lien avec l'hôpital. Et cette question voilà, de joie partagée me semble vraiment importante. Et que si on réalise un rêve de grandeur, j'ai l'impression que ça va aussi avec les lois de l'univers. Donc, n'ayons pas de petits rêves, élargissons. Et c'est toujours ce que je dis, le plus important, c'est pas ce qu'on fait, c'est comment on le fait. Alors, c'est peut-être ça le don, le talent, c'est comment on fait les choses. Et je suis toujours impressionnée, vraiment, vraiment, profondément, par des métiers qui ne payent pas de mine. Mais en fait, c'est la façon de faire qui va en faire une œuvre. Et que de passer, enfin, faire le ménage, c'est changer l'atmosphère d'un lieu, c'est impressionnant. Enfin, il y a plein de petits qu'on pourrait considérer comme des petits métiers et qui, en fait, la manière dont c'est vécu peuvent devenir des œuvres d'art. Alors, j'ai envie de vous interpeller, plutôt que de changer de vie, est-ce qu'on pourrait vivre les choses différemment? Et voilà, c'est un peu la devise de mon association d'étoiles. Si on ne peut pas changer la vie, on peut changer le regard qu'on a sur elle. Donc, c'est peut-être ça la marge de manœuvre, c'est peut-être ça, faire de sa vie une œuvre d'art. Et c'est peut-être ça le talent. Après, j'aurais envie de parler aussi de se déculpabiliser, parce que la société met une pression. Réussir, ça veut dire quoi réussir? Je pense que être heureux, être apaisé, être en paix, voilà la réussite. Donc, j'ai envie de dire, est-ce qu'on pourrait se lâcher un peu la pression et quand quelque chose ne marche pas, se dire que ce n'est pas une punition, c'est quelque chose de plus profond qui doit arriver dans ma vie personnelle. Alors là, c'est sûr qu'on a l'impression que ma vie, c'est une réussite. Oh là là, il doit se passer par des hauts et par des bas et par des fois des non-aboutissements. Je suis toujours très sensible aux non-aboutissements parce que peut-être qu'une œuvre plus grande nous attend. Et personnellement, en ce moment, et c'est un peu ce qui se passe dans ma vie, et c'est là où j'arrive du jeu au nous. Bien sûr, j'ai fait beaucoup de choses avec force, avec conviction. Et je pense que j'avais quand même la croyance que c'était parce que j'y ai beaucoup cru, enfin, j'y mettais beaucoup d'énergie, que j'arrivais à faire des choses. Et ça, c'est la jeunesse qui fait penser ainsi. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était vraiment l'interdépendance, que si j'avais réussi, c'est parce que j'avais rencontré un tel et que finalement, que c'est par nos talents multiples que j'ai réussi. Et, et là, il y a quelque temps, enfin il y a un an, j'allais vraiment pas bien. C'était vraiment difficile. Ce Covid m'a coupé un petit peu des jambes. Et moi, comme je suis beaucoup dans des événements, avec rencontrer les gens, je n'ai pas pu le faire. Et je me demandais encore, mais quel est mon rêve? Mais quel est mon rêve? Et j'ai senti vraiment à ce moment-là que mon rêve n'était plus du tout un rêve personnel et que mon rêve le plus grand, c'était vraiment de passer du jeu au nous. Et c'est comme ça que j'en suis venue à créer une communauté pour une terre de joie. Et je me dis que peut-être que mon talent, c'est peut-être d'inspirer et de nous inspirer justement à passer du jeu au nous. Maintenant, voilà, j'en viens à me dire ça. Et
Et je reprendrai une phrase que j'aime beaucoup aussi, une phrase de Christiane Singer qui dit « Ne lâchons pas le fil de la merveille ». Alors oui, qu'est-ce qui nous émerveille? Et est-ce qu'on peut amener une source d'émerveillement en chacun? Et réfléchir aussi à qu'est-ce qui nous met pleinement en vie? Si j'écoute ma joie, je suis à ma place. Et peut-être qu'il y a juste ça à écouter. Qu'est-ce qui me met en joie? Et parfois, ce sont des petites joies qui deviennent des grandes joies, mais c'est à nous d'intensifier, d'étirer. Donc voilà ce qui me vient. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah oui, on parle beaucoup du je, et je suis artiste, je suis art-thérapeute, mais tout ça, est-ce que c'est vraiment important? Pour moi, ça ne l'est pas. Et là, j'ai bien conscience que je parle au nom voilà, au nom d'une petite vie professionnelle. Bien sûr, on peut parler d'Annabelle, moi, parler de tout ce que j'ai vécu de très fort. Et en même temps, à chaque fois, ce sont des identifications. Je suis ceci, je suis cela. À un moment donné, je suis maman, je suis femme. Et si on pouvait dire je suis et rien mettre derrière. Et c'est vers ça que je tends. Donc, peu importe si on est artiste, pas artiste, voilà, ce qu'on fait, est-ce qu'on peut le faire avec grand cœur et pour une cause collective, j'ai envie de dire. Et j'ai l'impression que de toute façon, c'est ce qui nous attend dans les années à venir. Et c'est peut-être ça, faire une œuvre d'art collective. C'est peut-être ça qu'on va faire. Arrêtons de dire, oui, alors moi, je fais mon spectacle, moi, je fais ma petite œuvre. Et est-ce qu'on ne pourrait pas faire une œuvre collective? Voilà ma réflexion du moment. Et pour finir, j'ai envie de parler bien sûr de joie. Mais pour moi, la joie, ça a à voir vraiment profondément avec le contentement. Est-ce que je peux aussi accepter ma vie? Parce qu'il ne faut pas croire qu'on soit tant créateur de sa vie que ça. Par contre, l'endroit où on est vraiment artiste et créateur, c'est dans la manière de vivre les choses. Donc, parfois, on n'a pas une grande marge de manœuvre. Hein. Si vous avez un accident, et je l'ai vécu, si, je ne sais pas, moi, si votre conjoint est très malade, il y a plein de situations, et on le sait, hein, nous qui avons accompagné des gens qui souffrent, il y a plein de situations qui sont inextricables, qui sont vraiment difficiles, et la manière de la vivre. Je pense que la plus grande inégalité, elle n'est pas sociale, c'est l'inégalité à la joie. Donc, le plus grand challenge, c'est d'être en joie et de l'offrir. Alors, si ça passe par l'expression artistique, alors c'est ma fibre, eh bien oui, ça va passer par l'expression artistique. Mais si ça passe par juste un sourire, juste je plante des arbres dans mon jardin, c'est parfait. Donc, j'espère que en m'écoutant, vous vous direz, il est où mon don et qu'est-ce que j'ai à offrir de plus grand à ce monde? Il y a juste ça à faire, en fait, sur Terre. Et ça nous met vraiment en joie. Merci beaucoup Sandra pour ton témoignage de joie. Maintenant, on va voir, c'est Jocelyne qui va présenter Franck Legros, juste là. Alors, je suis, voilà, je vais vous présenter Franck. Moi, je suis très, très heureuse de vous présenter Franck. J'ai fait la connaissance de Franck il y a quelques mois et j'ai été profondément touchée, émue par son rayonnement, par la joie qui émanait de sa danse, par le partage et le lien qui s'est créé avec le public. C'était lors d'une conférence et j'ai vu les participants heureux, j'ai vu le bonheur s'afficher sur les visages. C'était un grand oui à la vie. Franck a été danseur professionnel. Franck a aussi été prêtre. Aujourd'hui, il est coach de vie. Il partage la danse, le mouvement, la joie, l'écoute, par des ateliers, par des spectacles. Il est en chemin et nous allons être en chemin avec lui pendant quelques instants, en chemin vers une unité cœur, corps, esprit. Franck est une personne vraie, chaleureuse et talentueuse et je veux vraiment lui dire merci de tout ce qu'il donne. Et Franck, je te passe la parole maintenant. Merci beaucoup, Jocelyne. Tu as dit plusieurs choses qui me touchent, mais une qui résonne particulièrement, qui fait résonner mon tambour, si je reprends l'expression du début de la soirée, c'est celle de permettre aux uns et aux autres de connecter à leur joie de vivre. Parce que je pense que si on est vivant, c'est
c'est quand même pour aimer la vie. Et bien sûr que parfois, il y a des réalités compliquées, difficiles, et je pense qu'il faut les regarder. Mais en même temps, on est invité à se dire jusqu'au dernier jour de notre existence, et moi, c'est ce qui a conduit mon parcours. Est-ce que j'ai été heureux de vivre, en fait? Est-ce que j'ai été heureux de vivre? Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que je fais pour aimer la vie? Qu'est-ce que je fais pour aimer la vie que je suis invité à incarner? Moi, j'ai l'impression d'être un troubadour en ce moment. Il y a quelques jours, et on me l'a posé plusieurs fois, on m'a dit bon, c'est quoi le lien entre un danseur, un prêtre et maintenant un coach? Franchement, on m'a même dit bon, franchement, pour quelqu'un qui veut accompagner les gens à être cohérents dans leur vie, franchement. Et alors, je lui ai dit, mais justement, la grande cohérence, c'est que depuis le début, je veux toujours être pleinement vivant et aider les gens à être pleinement vivants. Parce que la vie est un mouvement, je pourrais même dire une danse. Et ce qui m'a toujours accompagné, c'est comment être de plus en plus authentique, comment faire en sorte que là où je suis, je peux toujours être pleinement moi-même et aider les autres à être pleinement eux-mêmes. Et en fait, le prêtre a dansé et le coach, je pense, continue dans son cœur à être un passeur d'âme, un passeur des cœurs, un passeur des vies à la vie, parce que c'est ça. Et il le fait en dansant. Et puis l'autre chose, je pourrais répondre, l'autre chose que j'ai répondu, c'est, tu sais, l'étymologie d'authentique, c'est quelqu'un qui ne se conforme pas forcément à l'idée majoritaire. Et s'il y a un fil conducteur, c'est peut-être celui-ci. J'essaie de me conformer à mon principe de vie intérieure et à ce désir de vivre intérieurement. Et pour rejoindre notre question du soir sur le talent, c'est cela pour moi. Comment est-ce que je suis à l'écoute de ce qu'il y a, de cette puissance de vie à l'intérieur de moi? Tout à l'heure, en vous écoutant, je ne sais pas pourquoi, mais si c'est peut-être Sandra qui m'a fait penser à ça, mais vous connaissez peut-être cette infirmière, je crois qu'elle est canadienne, qui a écrit sur les personnes en fin de vie et qui a déclaré que parmi les plus grands regrets qu'il pouvait y avoir chez les mourants, c'était celui d'avoir plus vécu la vie que les autres attendaient d'eux-mêmes, plutôt que d'oser vivre leur propre vie. Et là, on est en plein dans l'expression du talent. J'ai entendu tellement de fois des personnes, jeunes et moins jeunes, dire « je n'ose pas faire ça, je n'ose pas être ça ». J'ai vu des gens pleurer aussi, soit parce que leur culture, en tout cas la perception de la culture qu'ils ont reçue ne leur permettait pas d'être à l'écoute de ce talent et de cette vitalité intérieure. Et c'est tellement beau de voir des personnes qui osent écouter ce talent et laisser jaillir la vie, juste parce qu'ils aiment faire quelque chose qui va leur permettre d'être pleinement. J'ai envie de commencer, après cette petite introduction, sur une réflexion brève sur qu'est-ce qu'un talent. Alors moi, quand je commence, souvent j'aime bien aller voir l'étymologie dans les dictionnaires. Avec Google, c'est beaucoup plus facile, mais qu'est-ce qu'un talent? Bien, un talent, l'étymologie en latin, c'est talentum, c'est-à-dire un poids de 20 à 27 kilos en Grèce antique. Un poids de 20 à 27 kilos. Le Larousse dira après, la définition que l'on connaît davantage, c'est aptitude particulière à faire quelque chose. Mais moi, je vais reprendre cette histoire de talent de 20 à 27 kilos dans la Grèce antique. Parce qu'en fait, le talent, c'est ce qui me donne du poids. Le talent unique de chacun, c'est ce qui donne du poids à ton unicité, à ton être unique. Et voilà pourquoi je ne suis pas invité à être un poids de 20 kilos.
si je dois en avoir 27, ou 27 si je dois en avoir 20. Et l'autre paramètre qui m'intéresse, c'est que quel est le premier lieu où ta vie a du poids? Vous voyez? Quel est le premier lieu où ta vie a du poids? C'est dans ta chair, c'est dans ton corps. Et le talent, quel qu'il soit, a besoin de ce corps pour s'incarner. Mon corps est le vecteur de l'incarnation de mon talent unique. Et mon corps est le vecteur de l'incarnation de mon être unique. Qui plus est, relié à ce qu'il y a de plus grand, et là aussi, mettez Dieu, l'univers, tout ce que vous voulez, mais c'est quand même extraordinaire. J'aime à dire que chacun est une étincelle divine, et il va l'incarner dans sa propre chair. Chacun avec son poids, sa particularité, ses talents. Alors ma question et ce qui m'anime particulièrement, c'est pourquoi ne pas oser être pleinement ce que je suis? Souvent, c'est parce que j'ai peur. Je crois que je ne sais plus si c'est Isabelle qui a parlé en premier, si je ne me trompe pas. Elle a parlé des peurs. J'ai peur. J'ai peur d'oser faire ce que je n'ai jamais encore fait. J'ai peur de le faire devant le regard d'autrui. J'ai peur peut-être de ne pas être assez bon. J'ai peur de ne pas être à la hauteur par rapport aux autres, par rapport à moi-même. J'ai peur de ne pas faire ce qui peut-être m'a été défendu depuis mon enfance. Et je pense que ça vaut la peine, en fait, non pas de faire comme si les peurs n'existaient pas, mais de les écouter. Parce que quand j'écoute les peurs, je peux les prendre en compte et grâce à elles, je peux avancer. J'ai eu la chance, pendant 17 ans, je crois, d'accompagner des ados dans une association. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui était là, je salue Cécile, où on a permis à des adolescents de faire des spectacles. Et il y avait de la danse, il y avait du cirque, il y avait du théâtre, il y avait de la musique. Mais vous pourriez prolonger. Ça pourrait être faire de la cuisine, ça pourrait être faire de l'informatique, ça pourrait être ce que vous voulez. Vous avez forcément besoin de votre corps. Quel que soit votre talent, il passe par le corps. Même si c'est juste intellectuel, votre intellect, c'est le cerveau. Il faut que le cerveau fonctionne. Donc prendre soin de son corps, c'est prendre soin de son talent. Et exprimer son talent, c'est aussi prendre soin de son corps. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis ça? Je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais peut-être savez-vous que, en fonction des activités que vous faites du bien à votre cerveau et que vous faites donc du bien à votre corps. On sait par exemple que une chose qui est communément admise et que vous avez déjà expérimenté, on sait que si vous allez vous promener dans la nature, que vous respirez la nature, vous allez développer dans votre cerveau des neurotransmetteurs qui vont vous faire du bien et qui vont détendre votre corps. On sait que si vous faites du sport, de l'endurance ou force, des échecs, vous écrivez une lettre, on sait que si vous faites ces activités-là, ça va faire en sorte que votre cerveau déploie ce qui est nécessaire pour votre équilibre cérébral et physique. Je suis en train de vous dire là que c'est pas simplement, vous voyez, exprimer son talent, c'est pas simplement j'ai envie de m'éclater, hein. C'est nécessaire à l'équilibre de ma vie. C'est nécessaire à mon équilibre intérieur. C'est me permettre
de prendre soin de moi et de permettre à toute ma vie de se déployer et de se montrer devant les autres. Donc j'ai vu avec des jeunes combien est-ce que se mettre en mouvement, donc je vais plus parler de la danse maintenant parce que c'est mon art privilégié, même si j'aime beaucoup danser aussi, et chanter, etc. Mais j'ai vu chez des jeunes que le fait d'oser danser dans leur corps, qui parfois étaient maladroits parce qu'ils sont en pleine croissance, et que moi je me souviens quand j'étais ado, c'est le moment où j'ai pété le plus de trucs dans la maison, en fait, parce que mon rapport à l'espace, mon corps et l'espace, je ne l'avais pas. Donc j'ai cassé les abat-jours, voilà. Et un adolescent, il est là, mais un peu comme nous, vous voyez, parce que combien d'adultes sont à l'aise dans leur corps? Honnêtement, on est dans une société où le corps paraît être complètement libéré, mais combien d'adultes se sentent bien dans leur corps? Et j'ai vu des adolescents qui, par leur expérience de croissance, ne se sentaient pas forcément bien dans leur corps. Mais le fait d'être dans un cadre bienveillant, qui leur permettait oser bouger, mais plus encore aussi, oser bouger devant le regard d'autrui. Ils ont grandi en confiance en eux-mêmes, ils se sont permis de se dire, mais j'ai le droit d'être là, et j'ai le droit de m'exprimer en dansant, en chantant. Mais surtout, ce que nous avons vu, c'est que ces ados qui grandissaient, eh bien, étaient de mieux en mieux dans leur vie, en fait. Ils étaient de plus en plus capables juste de se tenir debout en face de quelqu'un, une personne, ou 100 personnes, ou 900 personnes, capables de le faire. Pourquoi? Parce qu'il y avait énormément d'amour et de bienveillance autour d'eux. Et aussi, ma conviction profonde, c'est parce que nous mettions le corps en mouvement, leur âme, leur psychologie, leur confiance en eux, leur spiritualité, tout cela était en mouvement. Et c'est tout ça, en fait, qui prenait de la maturité. Et dans les personnes que j'accompagne en coaching, je les dis souvent, celles qui ont le plus de résultats, ce sont celles qui engagent le corps. Celles qui ont le plus de résultats qui perdurent, ce sont les personnes qui engagent la dimension du corps, parce que le corps incarne leur talent et leur être. Et ça me frappe encore énormément de réaliser ça. Le corps que j'ai donc, c'est ce premier vecteur qui bouge dans le sein de ma mère, avec d'abord le cœur. Le premier organe qui se met en mouvement, c'est le cœur. J'aime ça. Ça veut dire, nous ne devons pas oublier que pour exprimer notre talent, il faut se reconnecter à l'amour de soi et l'amour des autres, en fait. Que pour réintégrer sa dimension physique, les talents de sa vie et toute son existence, nous étions invités à nous reconnecter au cœur. Pas simplement au cœur symbolique, mais même au cœur biologique. Il y a quelque chose de notre existence qui doit être reconnecté au cœur. Et je parlais tout à l'heure des peurs. Je n'ose pas exprimer mon talent. Pourquoi? Parce que j'ai peur, et toutes ces peurs sont souvent cérébrales. Alors que je suis invité à me reconnecter au premier organe qui danse jour et nuit. Depuis le ventre de ma mère, c'est le cœur, qui a une intelligence propre. On sait qu'il y a des neurones dans le cœur aussi. Me connecter à mon cœur pour me dire, ok, j'ai peut-être peur de ça, j'ai peut-être peur d'exprimer ce talent, j'ai peut-être peur d'être pleinement moi-même, mais écoute, en fait, est-ce que tu as envie? Si tu écoutes ton cœur plus que ta tête, est-ce que tu as envie? Et là, peut-être même que si vous faisiez cette expérience, en imaginant de faire ce que vous n'osez pas faire, peut-être que le cœur s'accélérerait.
voilà ce que j'avais envie de vous dire. Mais j'ai encore un peu de temps là ou pas? Je sais pas quand est-ce que j'ai commencé. 5 minutes. Combien? 5 minutes. Ok, j'arrive tout de suite. Hop. J'aime à dire alors que nous sommes esprit, âme et corps, et que si j'oublie l'un des trois, le tout se déséquilibre. Et ça, c'est une de mes convictions profondes. Et quand j'ai commencé en disant qu'est-ce qui fait le lien entre le danseur, le prêtre et le coach, c'est ça. C'est si le danseur s'occupait peut-être apparemment plus du corps, que le prêtre s'occupait apparemment plus de l'âme, je veux que le coach s'occupe des trois. Parce que nous sommes esprit, âme et corps, et que si j'oublie l'un des trois, c'est le tout qui est déséquilibré. Tout à l'heure, Claire m'a demandé de parler de ce spectacle que je prépare. Alors avant de vous dire, parce que j'ai bien aimé, Sandra dit, chacun va parler de son spectacle. Chacun dit son petit spectacle. Mais je dois d'abord dire que, pourquoi est-ce que je fais ce spectacle? Parce que, en voyant des artistes comme Sandra, avec laquelle j'ai parlé, comme Sophie, alors que je danse depuis l'âge de 9 ans, mais c'est parce qu'elles le font avec leur spécificité et que je les ai rencontrées qu'est née en moi l'idée de faire ce spectacle. Donc pas pour faire du clown et pas pour faire la danse comme Sophie le fait, mais vous voyez, si nous osons exprimer notre talent, nous permettons aux autres de briller de leur propre lumière. C'est parce que je rencontre depuis quelques semaines et mois Sandra et Sophie que en moi et d'autres m'ont dit mais pourquoi tu danses pas ce que tu as envie de dire? Voilà pourquoi exprimer son talent, incarner son talent, c'est pas simplement pour vous, c'est pour permettre aux autres de le faire. Et mon spectacle s'appelle Le miroir du monde. C'est pas pour rien. Je veux raconter en fait ce que tous nous vivons, enfin ce que tous nous sommes invités à vivre. Un danseur, il passe une grosse partie de son temps devant un miroir. Parce qu'il se regarde. Il essaie de se corriger. Parce que c'est quand même rare qu'il soit complètement satisfait. Il faut qu'il plaise au canon de la danse, il faut qu'il plaise à celui qui l'a embauché, il faut qu'il plaise aux spectateurs qui ont payé les billets, et surtout, il ne faut pas qu'il régresse, il faut qu'il progresse. Transposez ça à votre propre vie. Qui aime se regarder dans la glace? Il y en a qui aiment se regarder dans la glace. Il y en a qui détestent ça. Il y en a qui ne peuvent pas. Faites ceci ce soir. Mettez-vous 2 minutes devant votre miroir sans parler. Et regardez-vous dans les yeux. Pour certains, ce sera peut-être facile. Pour d'autres, ce sera très long. Juste se regarder en face. Et le danseur, en fait, exprime ce que beaucoup vivent, la difficulté juste à aimer ce qu'ils sont, y compris dans leur corps, mais aussi dans leur cœur, dans leur intelligence. Et tout au long de ce spectacle, le propos, c'est de réaliser que c'est pas le reflet du miroir qui va permettre au danseur de s'améliorer. C'est quand il sort, quand il va à la rencontre du monde et quand il rencontre les autres. C'est quand chacun d'entre nous, nous rencontrons les autres que nous pouvons de plus en plus devenir nous-mêmes. Comme je vous le disais là, c'est parce que je rencontre Sandra, je rencontre Sophie, qui ont des incarnations particulières de leur talent, que je vais pouvoir avoir l'idée de m'autoriser à être moi-même. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire au monde et à l'univers et à vous-même, c'est de vous dire
comme le disait tout à l'heure Sandra, quel est mon talent ou quels sont mes talents? Moi, je vais vous poser 2-3 questions de coach en plus. À quel niveau vous avez l'impression de l'incarner? Dites-vous, entre une échelle de 1 à 10, mon talent, je l'incarne à combien? Et troisième question, qu'est-ce que je peux faire? Quel est le plus petit pas que je peux faire demain pour l'incarner davantage? Merci beaucoup, Franck, pour ton magnifique témoignage incarné Merci. de vie, ton beau parcours. Merci. Je vais présenter Sophie maintenant, qui se présentera évidemment plus longuement après. Donc voilà, bonjour Sophie. Alors, tu es artiste, art thérapeute. Tu travailles avec le mouvement, la danse, le théâtre, l'écriture, le dessin. Tu permets à tes patients de dire les choses autrement qu'avec les mots. Tu permets de transformer les blessures en fécondité, créativité. L'art sublime le réel, met en mouvement, permet de transcender les mots, MAUX, sortir des enfermements. L'art autorise les patients à se libérer. Tu leur permets par cette voie de lâcher le mental et laisser bouger en eux tout ce qui les habite. Tu organises des stages et des ateliers. Tu accompagnes les femmes par la danse et les massages pour dénouer les nœuds, apporter plus de souplesse, de fluidité au corps, au cœur et à la tête. Tu accompagnes aussi des couples et des religieux vers cette unité cœur, corps, esprit. Les pieds ancrés et toujours dans cette ouverture spirituelle incarnée. Tu favorises le lien entre les différentes dimensions de la personne. Par ailleurs, au travers de tes spectacles, et notamment Je danserai pour toi, tu racontes ton histoire, l'histoire de ta conversion intérieure. Je cite tes mots. Je danse pour dire l'intime et l'universel, pour déposer tout ce qui m'habite, ombre et lumière. Je danse pour tout assumer. Je danse pour honorer ce corps et toute son histoire. De cette blessure sacrée jaillira une des fécondités de ma vie, guérir par le théâtre dansé, puis guérir les autres avec le Christ au centre et au cœur. Après un deuxième spectacle, Le fruit de nos entrailles, qui raconte l'engagement du couple au jour le jour, tu joues prochainement ta troisième pièce à partir du 2 février, Faire corps. Je te laisse la parole, Sophie. Merci. J'ai le trac, je sens mon cœur qui bat de parler, voilà déjà, je vous dis ça, parce que Franck parlait du cœur. En fait, j'ai été très touchée par l'intervention de Franck. Du coup, ça transforme un peu mon intervention, je pense. Mais c'est ça le mouvement, la créativité. Ça me fait tellement de bien d'entendre déjà cette étymologie du mot talent sur le poids. Je trouve ça magnifique, sur le corps, le poids. Et puis, le cœur aussi, tellement intelligent, l'intelligence du cœur. De faire avec ses peurs aussi, je trouve ça magnifique, plutôt que d'être que dans le refoulé et de rien assumer, de vraiment faire avec. C'est un long chemin, mais voilà, je trouve que c'est une belle proposition. Et puis, autre chose qui m'a beaucoup touchée, en fait, ça me fait tellement de bien. Alors, je sais, Franck, que tu n'es plus prêtre, enfin, dans ton cœur sans doute et dans ton âme, mais dans ta vie réelle. Et j'ai toujours pensé, moi, en accompagnant les gens, et même pour moi avant, dans mon chemin de guérison, que si je ne me mettais pas en mouvement, il n'y avait rien qui allait bouger. Je pouvais écouter des podcasts et des conférences toute la journée ou lire des livres, mais que si mon corps ne s'engageait pas, ça n'allait pas bouger, ça n'allait pas circuler, la vie n'allait pas revenir. Donc voilà, je crois vraiment en ça, qu'il faut engager le corps à un moment donné si on veut que ça bouge. Voilà, j'avais juste envie de dire ça par rapport à ce que j'ai reçu là de Franck. Que vous dire, donc je suis artiste et thérapeute et je dirais que tout mon chemin de thérapeute est toujours en lien avec ma vie personnelle et que ma pratique évolue au fur et à mesure, et ma pratique d'artiste aussi évolue au fur et à mesure de ce que je vis dans ma vie personnelle, en fonction des cycles, des âges, de mes épreuves et des transformations. Et c'est ce que j'essaie de transmettre aux personnes que j'accompagne, de voir comment il peut y avoir de la fécondité dans tout, en fait.
comment toutes nos vies sont fécondes dans tout. Même le pire parfois, et le plus monstrueux, et le plus honteux, ou le plus douloureux. Alors évidemment, je pars de ma petite expérience de française parisienne bourgeoise qui a son lot de souffrance, mais qui est quand même bien privilégiée par rapport à plein d'autres personnes sur cette terre. Mais bon, voilà, je pars de moi. Mais voilà, je crois qu'avec la créativité, de mettre de la créativité dans sa vie, on peut tout transformer, et voilà, que tout peut être fécond. En préparant cette conférence, on s'est dit, comme Sandra l'a nommé, comment s'adresser à tout le monde, même ceux qui ne sont pas forcément sur scène, avec des arts précis, mais comment la créativité est plutôt une manière d'être au monde, dans quelque chose de vivant au quotidien. Comment j'habite mon présent de manière créative, dans ma manière de peut-être dire quelque chose à une personne dans le bus, cuisiner de manière un peu différente, m'habiller de manière différente, enfin, de pouvoir être dans cette posture intérieure qui fait qu'on est tout le temps en mouvement. Donc oui, je crois qu'on peut tous être des artistes et être dans la créativité au quotidien. Et peut-être de là où je voudrais partir dans ce que j'ai envie de partager ce soir, c'est de vous partager par rapport à mon parcours et à ma pratique, mon métier aujourd'hui, comment en fait tout mon parcours part de la blessure, de plusieurs blessures, de moments clés. On a tous, je crois, des moments clés dans nos vies, un peu des moments fondateurs quand on relit notre histoire, et de voir que dans ce cœur qui a été parfois brisé ou qui s'est ouvert, cette vulnérabilité qui s'est creusée, et ben dans ce moment un peu de grâce, même si c'est pas nécessaire pour être de souffrir pour être créatif, mais en tout cas ça crée de la place, quelque chose d'autre peut arriver et se transformer. On peut être souvent très encombré par nos égos, nos peurs, nos masques, etc. Et que quand le cœur s'ouvre, même si on n'a pas voulu qu'il s'ouvre par moment, mais qu'il s'ouvre parce qu'on vit des événements dans la vie qui font souffrir, et ben, il y a quelque chose d'autre qui peut arriver. Et moi, quand je relis mon histoire, la fécondité, par rapport au sujet de développer ses talents, elle est arrivée à plusieurs endroits de mon histoire. Déjà adolescente, je détestais mon corps, mais je le détestais. Vraiment, je le détestais. J'ai pas été éduquée pour savoir que mon corps était sacré, que j'aime beaucoup cette image, comme on a commencé cette conférence sur enlever ses sandales. Et être en terre sacrée. Voilà, moi j'étais plutôt dans un peu un rythme et une éducation un peu de consommatrice, de corps-objet, de chercher l'amour à tout prix par tous les moyens plutôt que d'aller à l'intérieur de soi. Donc vraiment dans un rapport au corps assez blessé et plutôt dans la consommation. Voilà, et puis aussi des abus et un viol. Donc tout ça a été un peu tordu et blessé. Et c'est grâce à ça, en fait, que j'ai eu envie après de vivre mon chemin de guérison pour moi, évidemment, d'abord, de me réconcilier avec mon corps, d'apprendre à aimer, à en prendre soin, à bien me nourrir, à me respecter aussi dans mes relations amoureuses, que j'ai eu envie d'accompagner les femmes autour de ce féminin et de cette estime de soi-même, pour mieux aimer les autres, évidemment, c'est ça le but, mais ça commence par soi. Donc, je vois qu'en fait, même si adolescente, j'ai beaucoup souffert, tout ce chaos-là s'est transformé en lumière et aujourd'hui fait sens par rapport à mon parcours d'épouse, de mère et de thérapeute. Donc, voilà, je crois que je regrette rien de tout ça. Donc ça a été une première blessure et qui m'a amené de la fécondité dans mon métier d'aujourd'hui. Il y a une deuxième blessure qui a été la mort de mon père de manière assez radicale et ça a été un bouleversement pour moi et en fait ça m'a ouvert une porte sur l'invisible. Moi qui croyais vraiment que en ce que je voyais, ce que je pouvais toucher, ce que je pouvais goûter physiquement, enfin que du matériel en fait et que du physique, le fait de perdre un être si cher m'a eu envie de communier avec lui. Donc, ça a commencé par aller rencontrer les chamans, de partir en Inde. Voilà, après, ça m'a ramené à mes racines chrétiennes et au Christ, mais peu importe la porte, en fait. Mais je me suis mise en mouvement vers l'invisible et vers le sens de la vie et comment
comment, en fait, voilà, c'est relié tout ça, le visible et l'invisible, et que la mort, finalement, n'existe pas. Enfin, en tout cas, que les morts sont là aussi. En tout cas, c'est ma croyance. Et c'est mon expérience aussi. Et voilà, donc finalement, ce traumatisme, ce deuil, cette absence, je l'ai cherché dans le ciel et je l'ai cherché dans mon cœur surtout. Et je l'ai trouvé, pouvoir communier avec mon père et faire appel à lui, faire avec lui dans ma vie aujourd'hui de femme sur Terre. Et du coup, ça m'a donné beaucoup d'espérance sur, en fait, la réalité, elle est beaucoup plus vaste que ce que je vois, que ce que je touche, que ce que je peux goûter. Mais elle est beaucoup plus vaste. Donc, il y avait un univers qui s'ouvrait avec de l'air, de l'espace et beaucoup d'espérance. Donc, à partir de cette blessure aussi, il y a eu cette vie intérieure que j'ai développée et ce rapport au silence aussi pour aller communier avec l'invisible qui m'a agrandi intérieurement et donné beaucoup d'air et d'espace et d'espérance. Donc, à nouveau, la fécondité de la blessure. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre qui permet de... Le massage aussi. Le massage, j'utilise le massage pour accompagner. Et pour moi, il est aussi un outil pour développer ses talents. On parlait beaucoup de l'écoute, là, depuis le début. Comment j'écoute, Isabelle en a parlé. Comment je vais vers moi, comment j'écoute en profondeur ce qui m'habite et comment je peux l'offrir au monde. Et je crois que le toucher, le fait d'être touché, donc quand on vit seul ou quand on n'a pas forcément le budget pour se faire masser, mais de revenir à cette intelligence de la peau. La peau, c'est le premier organe quand on est bébé qui est touché, parfois qui n'est pas touché d'ailleurs, mais voilà, c'est le premier organe aussi qui fait qu'on rencontre le monde, les autres. La peau écoute, la peau sent, la peau reçoit. Et comment le fait de revenir en contact avec sa peau permet vraiment aussi de faire silence, de plonger dans son âme et d'être plus unifié corps, cœur, tête. Donc c'est vraiment pour moi le fait de, quand je masse, je vais essayer d'écouter le corps de l'autre, d'écouter l'âme, peut-être pas l'âme parce que c'est un peu prétentieux de dire ça, mais en tout cas d'écouter le rythme intérieur de l'autre. Et puis moi aussi, je n'hésite pas à me mettre souvent de l'huile sur la peau, à être en contact avec ma peau, avec celle de mes enfants aussi, de mon mari bien sûr, mais voilà, comment c'est aussi une manière par la porte du corps d'écouter en profondeur. La peau a vraiment une mémoire. Voilà, et permet d'écouter nos silences et d'écouter ce qui m'habite profondément. Voilà, et à partir de ce silence et de cette intériorité, que ce soit par le cœur ouvert, par la blessure, par peut-être le travail avec la peau, avec le fait de ralentir, avec la danse aussi qui nous met dans un rythme intérieur, ça permet après de pouvoir amener de la conscience et de sortir à l'extérieur les talents, que ça se manifeste à l'extérieur et comment ça va s'incarner au quotidien dans la relation et dans le monde, ce mouvement intérieur-extérieur. Je disais en préparant la conférence que je suis toujours très touchée par cette phrase que vous connaissez peut-être, mais qui, je crois, résumerait ma vie et mon métier, de Khalil Gibran dans Le Prophète qui dit « Plus profond le chagrin creusera votre être, plus vous pourrez contenir de joie ». Et voilà, et je crois que ça passe par là. En tout cas, ça peut passer par là. La joie profonde et la créativité, ce qui est vivant en moi. J'ai envie de vous proposer avec Franck une petite expérience parce que je viens de dire ça ne sert à rien d'écouter et de ne pas bouger. Bon, on bouge intérieurement là, mais voilà, on avait envie avec Franck et Didier, avec tout le monde, vous proposer une petite expérience corporelle justement pour essayer de contacter un peu ce qu'on vous a partagé depuis le début sur peut-être le dépouillement, voilà, l'intériorité pour après contacter ses talents, plus sa créativité, en tout cas ce qui me rend vivante. Donc ce qu'on va vous proposer, ce que je vais vous proposer, si vous pouvez tout à fait éteindre vos caméras si vous voulez, c'est une petite mise en corps intérieure avec un petit moment un peu d'intériorité. Et puis après, on va vous guider avec notre voix, avec Franck. Je vais commencer, puis Franck prendra le relais. Et après, avec un peu de mouvement plus à l'extérieur. Voilà. Donc, vous n'avez rien à faire à part écouter, recevoir et voilà. Et voir comment ça bouge pour vous intérieurement et après extérieurement.
Voilà, ce que je vous propose, c'est de commencer par fermer les yeux, si c'est OK pour vous. Tout ça, c'est des propositions. Prenez ce qui vous parle. Vous pouvez être assis pour commencer, si vous êtes bien assis, ou debout, comme vous voulez. Et je vous invite à simplement vous poser, vous reposer dans vos points d'appui, au sol, peut-être sur la chaise. Voilà, comment je m'autorise à poser mes pieds, redescendre dans mes chevilles, dans mes mollets, poser le poids de mes jambes, poser mes cuisses, mes fesses, reposer mon dos, relâcher mes épaules, voilà, relâcher ma mâchoire peut-être, ma langue, mon palais. Laisser couler mes paupières. Comme si je voulais déposer tout le poids vers le sol et en moi, dans ma maison, dans mon corps. Voilà, je t'invite à écouter ce qui reste dans la retenue, peut-être dans le contrôle, dans la fermeture. Comment tu peux presque couler dans ton corps, te déposer entièrement. Relâcher le ventre. Comment tu peux être plus généreux dans ta respiration, dans ton souffle. Te lâcher la grappe et t'installer totalement dedans. Regarde comment tes mains aussi, tes bras se relâchent, sans avoir peur de peser justement, de lâcher le poids, de faire confiance à ce corps qui s'abandonne. Et je t'invite à mettre un peu plus d'attention au centre de ton corps et à amener du souffle là. C'est ta base, c'est ton centre, ce qu'on appelle dans d'autres traditions ton chakra racine, ton hara. Et c'est vraiment le centre d'où va partir ton estime de toi-même, ta créativité, ton feu. Donc, je t'invite à mettre ton attention au niveau de ton ventre, de ton bassin, de ton sexe, de ton périnée, de ton utérus. De voir comment tu peux amener du souffle à cet endroit-là. Et respirer dedans. À nouveau te reposer. T'asseoir dedans. Habiter. Avec beaucoup de délicatesse et de bienveillance aussi, pour cet endroit qui est parfois déserté ou blessé, et qui est vraiment un endroit clé pour la créativité, qui soit en bonne santé, grâce au souffle.
Et puis je t'invite, sans rien forcer, à ramener tes deux mains sur ton cœur et à venir masser, poser tes mains sur ce cœur, comme si tu voulais déjà avoir un contact avec ton cœur. Et puis venir, ça peut être juste poser les mains, ramener de la chaleur, l'informer aussi que peut-être tu as envie de t'y asseoir plus souvent, de nourrir ce cœur, de l'écouter, de le nourrir de ce dont il aurait besoin pour se sentir plus vivant, plus silencieux peut-être aussi. Comme une alliance avec ton cœur. Et je t'invite simplement à laisser venir ce qui vient de ce que tu aurais reçu aujourd'hui, d'une chose qui a nourri ton cœur. C'est vraiment un mouvement volontaire d'aller nourrir le cœur aussi, d'activer ça. Qu'est-ce qui m'a nourri? Qu'est-ce qui me donne du sourire intérieur? On va aller activer le sourire aussi, comme dit Sandra, intérieurement. Fais le choix de dire merci. Ça peut être un regard, un détail de ta journée. Laisse venir derrière tes paupières et dans ton cœur. Et tu peux imaginer que ça ouvre dans tout ton corps, toutes tes cellules qui se réjouissent, qui s'ouvrent. Voilà, et puis quand tu veux, tu peux lâcher cette proposition et tranquillement, on va t'emmener dans un autre mouvement, rythme, énergie avec Franck dans la continuité. Gardez vos mains sur le cœur si vous voulez bien. Vous gardez ce que vous avez conservé, ce que vous conservez d'aujourd'hui dans votre cœur. Et je vais vous inviter à trouver une sorte de balancement naturel à partir de vos pieds. Vous pouvez vous lever si vous n'êtes pas levé d'ailleurs. Vous gardez vos mains sur ce cœur, le sourire. Et là, bien enraciné dans votre corps et sur vos pieds. Trouvez une sorte de balancement le plus naturel possible. Vous dansez avec votre vie intérieure. Et progressivement, essayez de vous détendre et de lâcher le mouvement, comme si vous berciez votre cœur. C'est votre mouvement qui compte. Vous pouvez vous balancer de droite à gauche. Et maintenant, je vais vous inviter à mettre du mouvement dans vos mains, dans vos doigts.
comme si de votre cœur jaillissait la vie. Dansez avec vos doigts et dansez avec vos mains sur votre cœur. Il ne s'agit pas de bien faire, il s'agit juste d'exprimer ce que vous êtes en train de vivre. Progressivement, mettez du mouvement entre vos mains et votre cœur. Et vous pouvez commencer à faire évoluer votre corps entier et même votre tête. Et quand vous le sentez, vous décollez les mains. Et là, je vais me taire pour que la musique ne soit plus coupée. Mais dansez. Exprimez votre talent. Revenez à votre cœur. Revenez à vous-même. Reprenez le mouvement initial. Et on peut lâcher les mains. On va respirer. On inspire et on expire. Encore on inspire. Et on expire. Et on reste là, goûtez cet instant qui est pour vous. Et voilà. Merci. Et Charlotte, On est-ce que était tu tellement veux bien émus. Ouais. Charlotte va nous présenter Brunor après ce grand moment d'émotion vécu avec Sophie et Franck. Merci. Merci. Voilà, je suis encore dans le corps et dans le mouvement, donc la transition, voilà. J'ai envie de dire, on a parlé du cœur, du corps, et là, c'est comme si on arrivait vers l'esprit. Il y a quelque chose là qui me vient. Et donc, Brunor, comme toi, tu nous y invites, en fait, moi, on ne se connaît pas très bien, mais moi, j'ai mené comme toi, en fait, ma petite enquête. Et donc, Brunor, tu es dessinateur et journaliste. Je te découvre aussi musicien et conférencier. Moi, j'ai découvert un homme au regard discret, à la voix calme et posée, mais au trait de crayon précis et déterminé, qui lui s'exprime vraiment haut et fort dans ce que tu crées. Et j'entends presque en fait ton crayon s'exclamer dans les échanges qu'on a eus: ne croyez pas tout ce que vous voyez, utilisez votre intelligence et cherchez. Et comme une invitation en fait à nous appuyer sur notre raison comme une quête spirituelle. Et en effet, c'est la question d'un jeune qui t'est posée il y a une quinzaine d'années, qui t'interpelle. Et moi, la question que je me posais, c'est, elle t'interpelle, mais comment elle résonne? Comment elle a résonné pour toi? Peut-être que tu vas nous le partager. En tout cas, tu te mets au travail, tu pars comme en mission, et s'ouvre alors un nouveau chapitre de ta vie, la BD des indices pensables, et la réponse à ce jeune. Et à travers elle, tu tentes, je crois, de répondre à ces questions existentielles et essentielles. Tu nous invites à chercher pour savoir,
en nous apportant des indices. Tout à l'heure, on parlait quelqu'un disait, tu sèmes des cailloux aussi vers l'humain, vers la beauté. En tout cas, tu enquêtes pour nous, pour mieux nous aider à nous confronter au réel. Mais surtout, je crois par tes découvertes, tu invites chacun à utiliser sa propre intelligence. Que nous devenions à notre tour des chercheurs, des enquêteurs. Ça me parle énormément. En tout cas, voilà, pour démêler le vrai du faux et ce qui est vrai, on l'a partagé tout à l'heure, c'est en expérimentant, c'est en faisant en fait qu'on apprend, c'est en faisant qu'on est dans la vie. Et par la BD, donc moi je dirais par la BD, c'est ton moyen, c'est ton art, ton talent pour nous transmettre ce qui compte vraiment, tout en douceur. Ton approche pour moi est surtout une proposition. Et c'est ta façon de nous transmettre comme une invitation à presque mettre des lunettes pour y voir plus clair. Tu nous invites à nous interroger sur le monde qui nous entoure et à ne pas rester passifs. Tu nous aides à comprendre l'univers et devenir des acteurs, à nous mettre en mouvement, hein, comme ce qui a été partagé tout à l'heure. Je le rajoute à ce que j'avais écrit parce que c'est vraiment ce qui m'a touchée, à nous mettre en mouvement pour grandir. Et c'est pas tant, je crois, ton savoir que tu cherches à nous livrer, mais plutôt à nous libérer de nos certitudes, nos fausses croyances. Voilà, par ce talent, tu nous invites, quel que soit notre âge, à nous mettre en route, à devenir des chercheurs. Et ce que je retiens, c'est que dans ces recherches, c'est que c'est ça qui nous rend libres. Voilà, donc je suis heureuse on est heureux tous, mais moi, de mieux te connaître, voilà, maintenant. Ben, merci Charlotte, on a l'impression qu'on se connaît depuis 20 ans. Ok. Je suis vraiment Ouf. admiratif de ce que tu as pu trouver. Alors, ce que tu ne pouvais pas savoir, c'est que ce qui a résonné dans la question de ce jeune dont je parlerai, c'est que des années avant, quand j'ai commencé ma carrière de journaliste et de dessinateur, c'était à l'œuvre des apprentis d'Auteuil, hein, la fondation des apprentis orphelins d'Auteuil, comme on disait autrefois, et où justement, en tant que journaliste et dessinateur, je rencontrais beaucoup de jeunes qui étaient dans les différentes maisons. Et comme je venais de l'extérieur et que j'avais parfois des sujets comme ça qui les intéressaient, quand un jeune de 17 ans commence à raconter que ses parents sont tous les deux morts d'un accident de voiture et que c'est pour ça qu'il est là, etc., eh bien, quand il nous pose des questions sur Dieu, ce qu'on dirait nous de Dieu, il est sûr qu'on ne va pas sortir un catéchisme tout fait ou des choses de genre, mais que ça m'a... Et c'est arrivé plusieurs fois, hein, parce que ce sont des questions fondamentales, on pourrait dire existentielles, même si ça parle justement d'après. Mais voilà, ça m'a beaucoup poussé à travailler de mon côté et à essayer de comprendre les choses. Et voilà, et quand il y a eu plus tard, des années plus tard, il y a 15 ans maintenant, cette autre jeune, moins en difficulté, mais qui pose la question, monsieur, vous ne trouvez pas que la Bible, ok, c'est beau, mais c'est quand même très dépassé avec tout ce que nous savons sur le monde par les sciences, eh bien, je lui ai répondu, écoute, on se voit dans 15 jours, je vais travailler la question et puis je te dirai. J'ai eu la chance de tomber de façon que je n'ai pas le temps de raconter, sur des bouquins d'un philosophe français qui est mort maintenant, qui s'appelait Claude Tresmontant, et qui avait justement étudié et constaté, parce qu'il parlait l'hébreu couramment, le grec, tout ça, il avait des années d'avance sur moi, mais justement, il m'a servi de passeur, il m'a aidé à constater que nous ne sommes pas dans un brouillard complet sur ces questions-là. Vous voyez, souvent, on pense que la foi, ça vous tombe dessus, ou on ne l'a pas, ou on l'a perdu, ceci, cela, comme on perd ses clés. Bon, mais en réalité, depuis quelques dizaines d'années, nous avons des éléments qui sont des indices, pas des preuves, mais qui sont des indices qui nous permettent de ne pas chercher dans le brouillard total. Et alors, je propose, Didier et Isabelle étaient d'accord, qu'on regarde une toute petite animation vidéo de 3 minutes que j'utilise quand je vais dans des groupes, voilà, des jeunes ou des vieux. Voilà. Je crois qu'il y a le son. À cette époque-là, il y a 3000 ans, il y avait de très grandes civilisations. Alors on les passe en revue, les Sumériens, les Égyptiens, les Babyloniens, puis les Grecs, les Perses et les Romains.
ils sont tous très intéressés par le ciel et les étoiles, et la lune et le soleil. Oh, 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 ha, 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 ha. À tel point qu'ils disent « C'est un dieu, ouais, 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 c'est un dieu, oui, oui, c'est un dieu. » Ils disent tous « Il est éternel, ouais, il est éternel. » Éternel dans le passé et dans le futur. Bref, éternel tout le temps. Et là-dessus, ils sont tous d'accord et le soleil est content. Alors on aurait pu dessiner tous les peuples de la Terre parce qu'en réalité, ils ont tous pratiquement cru ça, que le soleil était éternel, c'était un dieu. Mais on va voir qu'il peut y avoir telle ou telle exception. Voilà qu'arrive un nouveau venu, petit peuple hébreu. Alors vous voyez, il est tout jeune, il est moins armé, il est débutant à cette époque-là. Alors il s'arrête et puis il est surpris. Il leur demande « Vous faites quoi là ?» Hein? Ils répondent « Ça se voit pas ?»« Oh. Chut. Parce que là, on vénère le soleil. Hein? Oui, parce que c'est un dieu éternel. Ouais, 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 ouais. Oh. Bon. Oh. Hein? Bah, c'est trop fort, ça. Hein? Bah, le soleil que vous vénérez tous ensemble, là, c'est pas du tout un dieu. Bon. Ce n'est qu'un... un lampadaire. Oh! Un lampadaire? Grrr. Ben oui, c'est pas un dieu, c'est un lampadaire. Il a eu un commencement, maintenant il s'use. Oh, les Hébreux prétendent que le soleil n'est pas éternel, saisissez-le. Voilà, c'est fini. Et on peut l'enlever. Il a intérêt à courir vite parce qu'ils sont plus nombreux, plus costauds, mieux armés. Voilà, en fait, ce qui va nous intéresser là, c'est le débat qui a eu vraiment lieu à l'époque sur cette question toute simple, qu'est-ce que c'est que le soleil? Et on s'aperçoit que finalement, les Hébreux ont été quasiment les seuls et les premiers à affirmer, comme ils ont fait là, que ce n'est pas un dieu. Ils ont même dédivinisé tout ce qu'il y avait autour d'eux. Et en fait, aujourd'hui, voilà, mais pendant des siècles, impossible de savoir qui avait raison dans ce débat. Est-ce que c'est tous les peuples, petits et grands, ou est-ce que c'est le petit peuple hébreu tout seul, courageusement? Et il a fallu attendre des siècles et des siècles pour que, enfin, un jour, la recherche, dans les années 1930-35, les astrophysiciens, nouveaux métiers, disent, eh bien, nous avons étudié le Soleil et nous savons ce que c'est. C'est une sorte de lampadaire. Voilà. Il s'est allumé il y a à peu près 5 milliards d'années. Il s'éteindra de façon sûre et certaine dans à peu près 5 milliards d'années encore. Et vous voyez, donc, c'est une forme de lampadaire et tous les soleils sont comme ça dans l'univers. Voilà. Eh bien, ce qui est curieux, c'est qu'on n'a pas pris conscience que les Hébreux avaient raison sur ce truc-là, dans ce débat. Et c'est un débat qui aurait pu durer éternellement s'il n'y avait pas eu des sciences expérimentales pour venir travailler la question. Et c'est pour ça que ce petit dessin animé est le point de départ d'une enquête, puisqu'on ne va pas tirer de conclusions trop hâtives. Ce n'est pas parce qu'ils avaient raison sur ce truc-là que leur Dieu est vrai ou des choses comme ça, vous voyez. Mais si on continue l'enquête, eh bien, on va découvrir des choses passionnantes, comment Platon voyait l'homme et la femme, comment Aristote a compris des choses qui ressemblent à l'ADN. Voilà. Donc, c'est très intéressant. Et ça nous, voilà, on n'est plus dans le brouillard, on avance en connaissance de cause. Et à partir du moment où on comprend justement un certain nombre de positionnements comme cela, à partir du moment où on les comprend, ça devient transmissible. Et la preuve que c'est transmissible vraiment à tout le monde, c'est qu'on peut le raconter en bande dessinée. Ça, c'est important. Alors, j'avais prévu des tas de choses à vous dire, mais en fait, le temps passe très vite.
Vous voyez, la question aussi, c'est voilà, finalement, les progrès de la recherche, de l'intelligence humaine, comme on évoquait tout à l'heure, Charlotte, ont permis, pour ceux qui le voulaient, d'être libérés d'une quantité de fausses croyances soit religieuses, soit philosophiques, soit pré-scientifiques, des fausses croyances qui peuvent être très dangereuses. Par exemple, le fait de croire que le soleil est un dieu a conduit des quantités de groupes humains à offrir des sacrifices humains, justement, pour lui faire plaisir, pour qu'il se lève demain, etc. Donc, les fausses croyances peuvent être criminelles. Elles sont assez redoutables pour la pensée humaine parce qu'on s'y installe. Voilà. Alors, avec ce genre d'enquête, eh bien, voilà, on opère une confrontation au réel des grands courants de la pensée philosophique, religieuse, pré-scientifique, et on regarde où on en est. Et en tout cas, ou alors dire que c'est très surprenant. On voit par exemple, on a parlé de l'âme, du corps et de l'esprit tout à l'heure, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé dans ce travail-là. Vous voyez, on constate qu'il y avait un débat, par exemple, entre Platon et Aristote sur la question de l'âme. Pour Platon, l'âme, c'est quelque chose qui tombe dans le corps comme dans une prison. C'est une vraie catastrophe. Alors que pour Aristote, non, l'âme, c'est ce qui organise les atomes pour faire mon corps. Et pour chaque vivant, il y a un message, d'après Aristote, qui organise les atomes pour faire la plante, le rhododendron, le zèbre et l'être humain. Bon, ça c'est très intéressant parce que Aristote a réussi à trouver ça par sa recherche, par des expériences très intelligentes. Il va être confirmé par l'ADN en 1953. Et de leur côté, les Hébreux, grâce à leurs prophètes, sont plutôt enclins à voir les choses exactement comme Aristote, mais ils ajoutent que Dieu donne, en plus de cette âme qui organise les atomes pour faire le corps, eh bien, Dieu donne aux êtres humains un esprit. Et cet esprit, c'est un pack à cadeaux avec liberté, volonté, intelligence, capacité d'aimer, conscience de soi. Vous voyez, tout ce truc qui est propre voilà, aux êtres humains, les Hébreux disent ça fait partie du cadeau que Dieu donne à Adam, c'est-à-dire l'homme et la femme. Adam n'existe pas en soi, c'est l'homme et la femme à chaque fois dans tous les dictionnaires. Enfin, bon. Voilà. Enfin, je pourrais parler des heures et des heures de tout ça, donc arrêtez-moi et on y reviendra peut-être si vous avez des questions. Merci beaucoup, Bruno. Merci. Pour votre témoignage et votre partage. Voilà. Est-il possible d'expliquer notre incapacité à s'ouvrir et aimer pleinement par le fait de ne pas avoir assez souffert? Peut-être que chacun de vous a un éclairage différent à donner à cette question. Je veux bien répondre. Je veux bien commencer, si vous voulez. Je ne sais pas si on m'entend. Ouais. On dit qu'elle est Gibran, mais tu peux dire Gibran, j'ai envie de te dire. Voilà. En fait, je voulais juste dire par rapport à cette question que je trouve très intéressante. En fait, je crois que c'est le contraire aussi. En fait, ce n'est pas ou, mais et. Comme souvent, ce n'est pas binaire, ces choses-là. Ça peut être plus oriental, plus rond, plus complet. Parce que je crois que quand on a trop souffert, on peut aussi avoir beaucoup de mal à aimer. Parce qu'il y a beaucoup de fermeture et de peur, du coup, peut-être quand il y a eu trop de souffrance. Et inversement, je crois quand on est un peu mort à soi, quand il y a ce passage, mais il y a plusieurs cycles dans la vie où il y a des moments de mort et de résurrection, tous les jours peut-être d'ailleurs, des petites morts et des petites résurrections, ça crée de l'espace pour autre chose et pour la rencontre. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Simone Weil, la théologienne, pas la philosophe, la théologienne, qui dit que, enfin, elle était philosophe aussi, je crois, mais enfin la sainte, quoi, ou voilà, vous voyez de qui je parle, qui dit que plus profond enfin, il faut laisser de la place à la grâce pour que ça se fasse, quoi. C'est pas ça la phrase, je l'ai plus en tête, mais en tout cas, c'est toujours cette question c'est comme on enlève le mal à la racine, de laisser de la place, quoi, de nettoyer, de laisser de la place pour qu'autre chose puisse advenir et qu'on puisse se laisser être touché. En fait, je crois que on ne peut pas se laisser être touché dans la rencontre si on ne crée pas de l'espace et de la place pour ça. C'est comme dans la danse, souvent les danseurs en impro, ils vont faire des gestes, mais du coup, ça ne se rencontre jamais.
Et en fait, je ne peux pas être touchée. Alors, ça fait un peu peur d'être touchée, hein. Ça fait même très peur, émotionnellement, je veux dire, et peut-être parfois physiquement, mais et du coup, mais pour ça, faut créer de l'espace. C'est dans ce sens-là que c'est comme dans toutes les traditions, quand on dit mourir à soi pour renaître en esprit et pouvoir ouvrir son cœur, rencontrer l'autre. Se rencontrer l'autre. Voilà, ça c'est un peu ma réponse. Mais c'est important de dire qu'il faut absolument pas, on n'est pas obligé de souffrir pour être créatif ou pour aimer, quoi. Voilà, il y a des gens qui souffrent plus ou moins et tant mieux. Enfin, voilà, pas obsédé par la souffrance. Est-ce que l'un d'entre vous a envie justement de perpétuer, de continuer par rapport à la réponse de Sophie? Moi, je veux bien. Ce qui me vient comme ça, c'est... Bon, d'abord, j'ai toujours très peur d'une sorte de... Il faut souffrir pardon. Je pense que la souffrance fait partie de la vie, comme la joie. Et tout dépend de ce que l'on fait de l'une et de l'autre, en fait. Comme ça, j'ai envie juste de nous dire, est-ce que je sais accepter la souffrance? Et est-ce que je sais accepter la joie? Et qu'est-ce que j'ai envie de faire de l'une et de l'autre? C'est tout ce que je voulais rajouter. Merci Franck. Sandra, tu veux ajouter quelque chose? Isabelle? Bruno? Bien. Je me sens très en résonance avec ce qui vient d'être déjà dit, donc je me demandais si c'était... Mais après, je sais que chaque mot, chaque sensibilité permet d'approcher les choses un peu différemment. Je dirais, dans mon expérience enfin, personnelle déjà, de mon expérience de vie et de psychothérapeute, que la souffrance, enfin l'événement qui déclenche une immense souffrance va quasiment probablement créer un endroit de fermeture pour commencer, parce qu'il s'agit de se protéger de cela. Donc notre système intérieur est assez intelligent pour créer des protections qui passent souvent par de la fermeture. Et c'est pour ça que le trauma est un chemin, enfin la libération du trauma et de la guérison et de la blessure est un chemin d'ouverture merveilleux et de sagesse qui m'émerveille à chaque fois que je le vis et que je le contemple. C'est que avoir le courage, et il en faut, pour rejoindre l'endroit qui a été blessé en nous et qui a comme encapsulé une souffrance à un endroit dans notre système, ce qui fait qu'il y a eu aussi une cristallisation, une fermeture. Quand je retourne à cet endroit-là avec amour et bienveillance, je libère une énergie conservée comme intacte et qui retrouve un pouvoir de vie extraordinaire. Et qui, comme toute blessure, même physique, va probablement donner lieu, après la guérison, à une cicatrice. Mais cette cicatrice est aussi un endroit de sensibilité plus grande qui permet d'ouvrir à la compassion, en fait. Quand on a eu cette compassion pour soi, pour aller guérir ces blessures, eh bien, quand quelqu'un vibre aussi, il y a une vibration à cet endroit-là. Tiens, cette personne souffre de la même chose, alors mon cœur sait s'ouvrir à cet endroit-là que je connais intimement et qui n'est plus douloureux, il est juste sensible, dans le meilleur sens du terme, qu'il m'ouvre. Voilà. Merci infiniment Isabelle. Sandra, tu veux ajouter quelque chose ou Bruno? Non, j'ai pas grand-chose à ajouter parce que la personne dit qu'elle n'aurait pas assez souffert. Donc, non, ça m'interpelle. Hein. Après, est-ce que l'ouverture... Alors, bien sûr, on le sait tous, hein, que quand on souffre, le cœur s'ouvre. Maintenant, je n'ai pas de réponse à sa question. Non. Bruno? Non, j'admire beaucoup tout ce qui a été dit. Je suis toujours un peu méfiant quand on parle qu'il faudrait souffrir plus, hein, parce que
il y a quelque chose un peu de judéo-chrétien là-dedans, mal compris. Ça fait partie parfois de certaines fausses croyances, justement. Hein. J'aime pas du tout quand, dans une homélie, on nous explique que Jésus nous a sauvés par sa souffrance. C'est plutôt par son amour qu'il l'a fait, à mon avis. Voilà. Merci, Honor. Quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose? Il y avait une autre question. Alors, pour Sandra, j'ai vu sur le chat qui arrivait, Sandra. Il y a une question pour toi. Sandra, comment peux-tu concilier souffrance et joie, notamment à l'hôpital? Et donc, si je peux répondre en 1 minute, je donne des conférences de 1 heure à 2 heures là-dessus. Mais parce que je parle d'une joie qui n'a pas d'objet. Hein. Je ne parle pas de la joie parce qu'on fait quelque chose. Je parle aussi il peut y avoir de la joie quand on met du sens dans la traversée, par exemple. Ça, c'est une forme de joie. Et il peut y avoir, mais il y a beaucoup de joie possible à l'hôpital et dans la souffrance. La joie d'être en lien avec quelqu'un, la joie de retrouver une expérience de bonheur, par exemple. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais alors, je sais bien que ça peut paraître indécent. Alors, je dirais juste une chose, qu'une fois, je rencontre une soignante, et c'était dans ma sphère privée en plus, puisque mon père était en fin de vie. Et il y a une soignante qui sait le métier que je fais, une aide-soignante. Alors, elle vient et après, elle me dit, je peux poser une question? Elle me dit, est-ce que c'est pas indécent si je viens et que je suis en joie? Elle me disait donc chez mes parents ou chez les patients en général. Et elle dit, voilà, est-ce que je peux m'habiller en couleur? Est-ce que je peux être en joie? Et j'ai dit, mais heureusement que vous venez en joie. Vous êtes la porte d'entrée qui s'ouvre et d'un seul coup, c'est le bonheur qui arrive dans la maison. Alors, c'est quoi cette croyance que quand on va voir un patient, il faudrait qu'on soit triste, il faut qu'on se rabaisse? Ça n'aurait pas l'idée d'un docteur de tomber malade en même temps que le patient. C'est la même chose. Donc, par contre, ce n'est pas une joie. Hey, bonjour, ça va? Où là, on ne rejoint pas l'autre. C'est la joie profonde installée, c'est la joie compassion, c'est la joie qui est avec, c'est la joie qui prend en considération, et celle-ci, c'est une grande force. Donc à l'hôpital, joie et souffrance, voilà pourquoi j'amène la joie à l'hôpital, parce que la joie est un pouvoir, comme dit le Dalai Lama. La joie est un pouvoir, cultivez-le. Donc bien sûr que c'est à cultiver, mais c'est une joie très, très profonde. Voilà la joie qui va à l'hôpital. Merci beaucoup, Sandra. Mylène, Jocelyne, Charlotte, Laure, est-ce que vous avez des questions à poser, à ajouter? Ou on termine avec un bel au revoir et un grand merci à tous. S'il y en a d'autres qui ont des questions à ajouter. Charlotte? Oui, moi je veux bien poser une question à Brunner. Moi, je pense qu'on aura l'occasion de se revoir et de se reparler, mais avec tout ce que tu enquêtes et les réponses justement, même ton intervention là, tu ne te laisses pas faire par n'importe quelle chose qui est dite. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles est-ce que tu as un projet un prochain livre ou une prochaine BD en tête? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en création en ce moment ou parce que tu nous disais ça faisait une 15aine d'années que tu travaillais maintenant sur les indices pensables. Voilà, est-ce qu'il y a des choses qui se mijotent? Non, alors en fait, il y en a eu un par an, un album par an. Hein. Sauf que le dernier, c'était un peu une rétrospective du début. Bon. Mais je m'aperçois qu'il y a encore des choses à raconter. Il y a beaucoup de choses. Ce que je ne voudrais pas, c'est être trop parfois répétitif. Je crois que ce n'est pas encore trop le cas. Et puis, il y a ça. Et puis peut-être aussi aller dans un sens que je n'avais pas prévu au départ. Par exemple, au départ, je n'avais pas du tout prévu qu'on m'inviterait pour des conférences. Pour moi, je m'adressais à un lecteur, adolescent ou adulte, et puis il en faisait ce qu'il voulait. Et je me suis rendu compte qu'on me faisait venir dans des établissements scolaires, dans des groupes d'adultes, d'étudiants, jusqu'à Abu Dhabi d'ailleurs. On m'a invité une fois à parler à des gens à Abu Dhabi. Enfin, c'était assez exotique. Mais donc tout ça n'était pas prévu.
Et je me suis rendu compte aussi que des gens m'envoyaient parfois un CD parce qu'ils avaient, avec tout leur village, joué mon tome numéro 1, là, dont on a vu un extrait tout à l'heure, mais sans rien changer de chaque parole. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était quelque chose d'assez théâtral, plus proche du théâtre que du cinéma, parce que dans le cinéma, il faut des courses de voitures, des poursuites, des trucs. Bon, là, il n'y a pas de ces choses-là, mais on est plus de l'ordre du théâtre et finalement, pourquoi pas essayer de réadapter. Voilà, il y a des projets dans ce sens-là. Et puis aussi, comme je faisais des chansons avant, il y a certains sujets que j'ai eu envie d'essayer de traiter de cette façon. Donc, il y a pas mal de façons de rejoindre les gens, et par ce côté poétique ou voilà, par le dessin, la BD, la musique. Voilà, en tout cas, merci Charlotte. C'est une bonne question. Merci beaucoup Charlotte, merci Bruno. Isabelle, je crois que tu voulais terminer notre soirée avec voilà, des citations qui te tiennent, voilà, qui te tiennent à cœur et qui sont parlantes pour toi. Je veux bien terminer par une citation que j'ai envie de relier au moment dans le corps et dans le cœur qui a été proposé par Franck et Sophie tout à l'heure, parce qu'il me semble que, vous allez voir, elle dure juste une phrase, mais elle peut être vécue pleinement comme, si on l'habite là maintenant, comme une occasion de se relier à ce centre à l'intérieur de nous, qui est mentionné dans la phrase que je vais vous lire, et qui parle de ce centre auquel j'ai envie de rendre hommage comme étant chez chacun le plus unique et singulier, en même temps le plus universel et le plus immense. Voilà, je voudrais m'incliner devant, et c'est lui qui nous relie, je crois, maintenant. Et j'aime bien le voir briller dans vos yeux. Voilà.